Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech & Co. Eh bien, c'est la rentrée et c'est chargé, donc émission avec un sacré programme. Pour parler des sorties de l'été, on a deux très beaux jeux à vous montrer, à raconter, et un autre, une surprise qui aurait dû être une surprise de la rentrée, qui est une sacrée surprise. Et pour ça, eh bien, on a un grand spécialiste Nintendo que je ne fais venir que pour les jeux Ubisoft. Guillaume, comment ça va, Antistar ? Ça va très bien, je te remercie, spécialiste de PlayStation aussi. Mais effectivement, bizarrement, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était déjà pour un jeu Ubisoft. Ouais, mais j'aime bien te faire venir. Comme je sais que sinon tu parles très très bien de Nintendo, on change. Moi, en tout cas, ça me fait très plaisir que tu me fasses venir. Écoute, je suis ravie que tu sois là. Le café est très bon, donc. Voilà. Évidemment. Tous ceux qui me connaissent savent qu'on aura forcément du bon café, sinon je ne fais pas d'émission. Et face à toi, le retour de Nicolas de JVcom. Comment ça va, Nicolas ? Bonjour Mélinda, ravi d'être là, content, ça fait depuis un an que je suis pas venu. Cette fois-ci on parle pas de JRPG, on parle d'Ubisoft aussi, donc on sort un peu de ma zone de confort. Je connais très bien Star Wars, mais jeux Ubisoft un petit peu moins, donc là tu vois, voilà. C'est tout nouveau pour moi. Exactement, grand fan de Star Wars, donc évidemment ici on va parler de Star Wars Outlaws qui sera notre grosse partie actu, et on va d'ailleurs commencer avec l'actu à chaud, très à chaud. On avait prévu de se parler de Concorde, qui était une des sorties attendues de l'été, l'exclusivité PlayStation. Eh bien, Sony est très sympa avec nous et nous fait une actualité toute chaude pour l'émission. Concorde, eh bien, c'est déjà fini. Au moment où vous écouterez cette émission, vous la regarderez. Peut-être que le jeu ne sera plus disponible alors qu'il est sorti le 23 août. On va parler d'un atterrissage complètement raté de Concorde, Nicolas. 8 ans de développement, 200 millions de dollars engloutis, on va dire ça, pour un jeu qui va déjà disparaître. Ouais, c'est la grande surprise de la rentrée parce qu'on savait que Concorde n'avait pas forcément très bien marché avec 700 joueurs simultanés sur Steam, donc c'est pas énorme. On a appris qu'il y avait 25 000 copies du jeu qui avaient été vendues, donc pour un AAA de Sony sur PS5 et sur PC, ça commence à faire pas beaucoup. Et on savait que le jeu n'était pas en forme, on se disait bon allez, il va passer en free-to-play, ils vont le sortir dans le PlayStation Plus histoire que des joueurs le découvrent. Et non, fermeture comme ça. Alors, on va être un petit peu plus précis, c'est que oui, les serveurs ferment le 6 septembre, donc c'est vendredi si je me trompe pas. Voilà, mais il précise quand même pour peut-être revenir sous une nouvelle forme. Alors, peut-être qu'il va revenir en free-to-play, etc. Il n'empêche que ça reste un énorme bid pour Sony, qui, avec sa politique de jeu service, c'était un plan pour avoir des jeux service sur le long terme. Là, le deuxième essai, après le Divers, sorti en début d'année, qui était un vrai carton, là, l'opération n'est pas transformée du tout, quoi. Alors, Guillaume, on savait justement qu'ils étaient en quête de jeux service chez PlayStation depuis très très longtemps. Ils ont racheté des studios pour ça. Helldivers 2, donc, qui était sorti en effet en début d'année, a été un carton surprise monumental. Ils se sont dit quoi ? On tente le coup avec Concorde ? De toute façon, Concorde, on l'a expliqué, c'est un jeu qui est en développement depuis 8 ans. Donc c'est un projet qui date, je pense, bien avant finalement ce virage opéré par Sony de vouloir absolument être sur les jeux service. C'est peut-être un projet dans lequel ils se sont enlisés, mais ils se sont dit on est obligé de le sortir parce qu'on a englouti trop de pognon dedans, quitte à ce que ça se vende pas bien, mais ils pensaient peut-être pas que ça se vendrait aussi mal. On rappelle que en termes de jeux service, il y a quand même un multijoueur de Last of Us qui a été annulé, qui visiblement sentait pas très bon quand même en termes de développement. Donc Helldivers, je suis presque en train de penser que c'est l'arbre qui cache la forêt et qu'au final c'est une bonne surprise, mais c'est peut-être le seul miracle finalement de cette nouvelle politique de Sony qui réussit pas du tout finalement son virage jeu à service. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi ça n'a pas pris ? C'est quoi ? C'est pas de sortir à un mauvais moment aussi ? On a Black Myth Wukong et Star Wars Outlaws, c'est pas la bonne fenêtre de tir. En fait, ce qui est très bien, c'est que c'est un jeu de tir avec des personnages qui ont des pouvoirs, des capacités différentes. Donc c'est Overwatch, que 8 ans de développement, c'est la sortie d'Overwatch, donc c'était vraiment il y a 8 ans. C'est complètement Overwatch. Donc c'est fou, mais en fait la production value du jeu, les animations faciales sont impressionnantes, le jeu a plutôt des bonnes sensations, etc. Le jeu n'est pas mauvais, et c'est ça qui est fou, c'est que aujourd'hui, être juste un bon jeu ne suffit plus. Et le problème, dans mon avis, de Concorde, c'est qu'il est sorti dans un marché qui est complètement saturé. Même Overwatch 2, qui était le leader fut un temps, maintenant a quand même beaucoup de mal. Et en plus, quand tu joues ton sort à 40 balles, ça aussi pu freiner les joueurs d'essayer au moins le jeu et transformer l'essai. Et ça justement c'est bizarre comme politique parce qu'on a vu que Sony n'était pas trop frileux pour sortir parfois des jeux Day One dans le PS Plus. Ils l'avaient fait avec Destruction All Stars qui était un gros bid, mais au moins ils se sont dit bon,
notre jeu, ils sont pas très bons, donc dans le doute, on va le mettre dans le PS Plus Day One, comme ça, au moins, les gens, ils l'auront dans leur abonnement. C'est du coup un jeu qui n'a jamais disparu, foncièrement. Destruction All Stars, il est toujours dispo sur le PlayStation Store, on peut toujours y jouer. Ils auraient peut-être dû faire ça direct avec Concorde, ça lui aurait déjà assuré plus de joueurs, parce que tout le monde l'aurait téléchargé le jour de la sortie. Et puis, parce que les abonnés PlayStation Plus, ils se comptent quand même par millions, donc je pense qu'il y aurait beaucoup plus de curieux qu'un jeu à 40 € qui, même s'il a une DA intéressante, finalement se démarque pas tellement en termes de gameplay. On rappelle quand même que le State of Play, où ils avaient passé 12 minutes sur Concorde en mai dernier, ça n'avait emballé personne. Les gens n'étaient pas emballés. À la fin de ce State of Play, il y avait 2 minutes qui annonçaient Astrobot, et là tout le monde était conquis en disant mais c'est ça qu'on voulait en fait dans ce State of Play. Mais est-ce que c'est quoi le manque d'originalité? Parce que comme tu l'as dit, le jeu n'est pas mauvais. Après, moi je fais partie aussi des gens qui, quand ils l'ont vu, se sont dit j'ai l'impression de l'avoir déjà vu 10 fois ce jeu. Il est beau, mais il a aucune originalité. On disait 700 joueurs en même temps, c'est pas non plus délire. En plus, c'est très vite tombé sous les 100. C'est compliqué parce que il y a le côté aussi. En fait, la DA est pas originale parce que c'est les Gardiens de la Galaxie. En fait, c'est tes aliens de l'espace rigolo et le côté un peu mercenaire qui fait qu'il y a un sentiment de déjà vu. Non, moi je pense aussi qu'il y a une dimension. Donc on a dit le prix, on a dit aussi la DA, mais le manque de communication de Sony aussi. C'est que ok, il y a eu le State of Play où ils l'ont poussé, mais après ils ont quand même pas beaucoup communiqué dessus. C'est-à-dire que là, il est sorti en cachette, là, en fin du mois d'août. Par contre, sur Wukong, là, tout le monde en parlait. Tout le monde a fait la promotion de Wukong, qui est une exclu PS5, aussi, qui est un deal entre PlayStation et le studio chinois Game Science. Mais là, moi, je pense que si ils y ont pas cru, et en fait, ils l'ont envoyé au casse-pipe, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de l'annuler, au lieu de le passer free-to-play, ce qui veut dire, c'est que pourquoi ils l'ont pas passé free-to-play? Pourquoi vraiment l'avoir envoyé au casse-pipe, sachant que ça ferait 25 000 ventes à 40 balles? Bon, ça fait même pas. Surtout qu'ils voulaient, leur promesse, c'était justement pas d'achat in-app, tout le monde à égalité. Mais finalement, c'est pas un modèle qui marche. Non, mais le truc, c'est que le jeu avait un modèle simple parce qu'il n'y avait pas de Battle Pass, il y avait des mises à jour hebdomadaires avec de l'histoire. Donc en vrai, tu avais un produit qui était très quali. Mais l'explication de la plus simple, c'est marché saturé. C'est que les gens, un jeu service, comme son nom l'indique, c'est un jeu qui est prévu pour durer sur le long terme, dans lequel tu vas t'investir. Les gens n'ont pas le temps de s'investir dans 50 jeux en même temps. Et puis on rappellera que c'est un jeu qui n'a même pas fait parler de lui au moment des phases de bêta. Finalement, plein de gens ont eu l'occasion de le tester en amont. Ça n'a fait aucun buzz. Je pense que ça aurait peut-être pu alerter Sony de se dire tiens, c'est quand même bizarre, on a fait une bêta, personne n'en parle, on n'a pas trop de retour dessus, peut-être qu'on devrait le repousser, s'assurer de le sortir peut-être aussi sur un meilleur créneau. On l'a dit, ce créneau de fin août, il est casse-gueule. À la fois, c'est un bon créneau parce qu'on peut être le jeu de la rentrée si on arrive à s'imposer, mais là, en pleine Gamescom, justement, en plus, événement où Sony n'est même pas présent pour faire la promo de son jeu, c'est très 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 casse-gueule. Et le problème, c'est que choisir un créneau casse-gueule pour un jeu qui manque d'originalité, c'est quand même souvent le foirage assuré. Puis à côté, en plus, il y a la bêta ouverte de Black Ops 6 qui est sortie en même temps. Et là, qui en plus se fait pas beaucoup parler d'elle. Et les gens ont l'air assez hypés par Black Ops. Donc ça reste un peu le même style que c'est du FPS en arène, etc. etc. Donc ça a fini d'enterrer le projet pour de bon, quoi. Ah, mais c'est 700 personnes qui ne sont plus là. Des serveurs qui ferment, on l'a dit. Le 6, peut-être le jeu reviendra. Sony a promis qu'il reviendrait, peut-être en free-to-play, en effet, peut-être qu'ils vont nous écouter et donner ça. Sinon, si vous avez investi dans le jeu, sachez que vous allez être remboursé si vous le voulez, PS5 ou PC. Sauf si vous avez pris la version boîte du jeu. Dans ce cas-là, franchement, gardez-la. Si vous collectionnez, non mais vraiment, blague à part, si vous avez acheté une version boîte de Concorde, peut-être que dans 15 ans, vous pourrez dire j'ai un jeu PS5 extrêmement rare. Il sera beaucoup plus rare que God of War Ragnarok, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. mais tu vois, ça me rappelle vraiment de la situation, ça me rappelle Multiversus qui lui aussi avait eu beaucoup de mal au début, qui s'était arrêté pour se relancer, qui s'est relancé si je me trompe pas. Qui est sorti en version définitive. Voilà, là vraiment, il y a le côté, on a appris nos erreurs, on relance pour de bon, mais aussi Suicide Squad qui est sorti en début d'année, qui avait exactement les mêmes problèmes, c'est-à-dire la mocap impressionnante, vraiment graphiquement c'était une claque, mais le système de jeu n'a pas plu aux gens, le jeu a bidé comme pas possible. Là on vient d'apprendre qu'il y avait des licenciements chez Rocksteady, donc évidemment échec de jeu égale licenciement. En plus on a une période assez compliquée par rapport à ça. Donc en fait il y a une question plus globale, c'est est-ce que les jeux services occidentaux, parce que moi je trouve que les gachas chinois, japonais s'en sortent très bien, mais pour ce qui est des jeux occidentaux, est-ce qu'on n'est pas vers la fin d'une période où les mastodontes sont installés, les Fortnite, les Warzone, etc. Voilà, et on fait le tri et les gens n'ont pas le temps de s'investir sur 50 jeux en même temps. C'est ça. Bon, on va tourner la page Concorde comme le jeu finalement. Ça fait peur pour le studio Firewall. Firewall Studio, mais bon, ils vont être classés à mon avis dans d'autres studios. On verra. On suivra l'avenir du Concorde s'il redécolle ou pas. Voilà, ok, c'était facile. Je vous l'accorde. Très vite, je voudrais juste signaler qu'il y a à partir de ce vendredi soir et durant tout le week-end le The Event qui reprend du service après une année blanche. C'est donc jusqu'au 6 septembre. Vous avez des streamers qui vont streamer
depuis chez Zerator et aussi une centaine en ligne, on est allé demander justement à Zerator, qu'est-ce qu'on pouvait attendre de cet événement et pourquoi finalement il avait pris une année sabbatique, on dira. Je pense que c'est lié à beaucoup de choses. La première idée, c'est qu'on voulait que le dernier gros bordel et la grosse collecte, puisqu'on était quasiment 60, servent à une cause mondiale et qui nous dépasse tous, qui est l'environnement et qui est ultra actuel, parce que le The Event, on a la chance aujourd'hui du fait que ce soit tellement médiatisé que ça mette en lumière en fait la cause pour laquelle on récolte les fonds. Donc ça, c'était un premier point. Ça, c'était une manière de faire un dernier gros coup d'éclat avant de revisiter une formule. Pourquoi revisiter une formule qui marche ? Je pense que ça, c'est intrinsèquement lié au milieu d'Internet pour nous. En fait, c'est un milieu dans lequel les gens veulent toujours plus et toujours différent et toujours mieux. Et voilà, le The Event était une itération de ce qu'il était en 2017, avec un peu plus de ce qui existait. Néanmoins, la formule de 2024 n'est pas ultra différente puisqu'on a beaucoup réfléchi pendant cette année de césure où on s'est dit, bah tiens, aujourd'hui, si on voulait réinventer un format caritatif, qu'est-ce qu'on ferait ? Et en fait, on s'est aperçu que c'était ça qu'on voulait faire et que c'était ça qui marchait bien. Néanmoins, on était tous d'accord pour dire que c'était devenu un peu trop, pas le bazar, parce que ça, à la limite, c'est plutôt positif, mais qu'on était un peu trop dans la salle et qu'en fait, on se retrouvait avec un événement un peu bizarre où on est 60, mais moi, il y a 20 personnes à qui j'ai même pas parlé dans le week-end. Et donc, en fait, à quoi ça sert de se rassembler tous dans la même pièce si on se parle pas tous, etc. Et puis, en plus, il y a le côté, le coût de l'événement qui se démultiplie. Et puis, ce côté itération à 60 streamers, ça voulait dire que l'année d'après, on serait 70, l'année d'après, 80. Et en fait, dans 10 ans, c'est un central d'appel de 300 streamers qui fait juste des appels à la chaîne en disant, vous voulez donner ? Donc, on voulait éviter un peu ce truc-là. Voilà, donc le The Event du 4-18h, non du 4, qu'est-ce que je vous dis du 6-18h jusqu'au 8 septembre, 50 heures marathon streaming, 50 heures et en ligne, 100 streamers en ligne qui peuvent, il espère même augmenter l'année prochaine. Voilà, interview complète de Zerator à retrouver sur le site Tech & Co. Messieurs, on va passer à la grosse partie avec mon ami. Voilà, je vous montre parce qu'il est mignon et que les garçons essayent de me le piquer depuis tout à l'heure. Mais Nix est là. Surtout moi, en fait. Surtout toi, parce que... Moi, j'ai le mien. Donc, c'est moi qui suis jaloux. Hein. Voilà. Donc Antistar essaye de me le piquer. Il faut que je fasse gaffe. On va parler de Star Wars Outlaws. Après Black Myth Wukong, c'est la grosse sortie et c'est un jeu qui a divisé. Figurez-vous, ça, on s'y attendait peut-être pas autant. On s'attendait au pire à du fanservice à gogo. Est-ce que ça en est ? Est-ce que ça en est pas ? Eh bien, c'est parti pour ouvrir Star Wars Outlaws. Qui me pitch Star Wars Outlaws, messieurs ? Nicolas, allez j'ai choisi. Elle m'a regardé. Donc, Star Wars Outlaws, c'est un jeu dans lequel on incarne une jeune femme qui s'appelle Kay Vess, qui est ce que les développeurs appellent une scoundrel. Donc, en français, c'est une vaurienne, une hors-la-loi. Donc, c'est l'archétype de Han Solo. C'est vraiment ce côté contrebandier qui n'a que son propre intérêt à servir, qui a son propre vaisseau, qui va de planète en planète, etc., etc. Donc, il y a vraiment ce sentiment de vouloir jouer Han Solo dans une période qui est pas beaucoup exploitée dans la saga, qui est entre le 5 et le 6. Donc c'est une période qui dure juste un an. Donc c'est une période où l'Empire est hyper puissant, où les syndicats du crime gagnent aussi en puissance. Et nous, dans tout ça, on incarne cette jeune femme qui est poursuivie par un syndicat du crime et qui essaye de s'en libérer en faisant le plus gros casse de la galaxie et enfin pour être enfin libre. Donc le jeu, c'est un jeu en monde ouvert, action-aventure. Donc jusque-là, c'est du très classique. Il y a 4 planètes différentes. On a des phases sur Terre où on peut explorer les planètes, les villes, et après on a des missions évidemment, et les phases aussi en vaisseau qui viennent un peu compléter la chose pour donner un peu de lion à l'expérience. Quand tu dis sur Terre, on précise aux gens, ce n'est pas sur la planète Terre, oui, c'est sur des planètes, sur la surface des planètes. Voilà. Dont Tatooine. Oui, donc il y a des planètes qui ont été créées complètement avec le story group de Lucasfilm, donc ceux qui sont un peu les gardiens de l'univers de Star Wars, des planètes même qu'on avait vu que dans des bouquins, donc c'est vraiment, il y a un côté où on a créé un nouveau monde, des nouvelles planètes pour un peu étendre l'univers de Star Wars. Et en fait, ce qui est vraiment, je vais rentrer dans le dur directement, mais ce qui est impressionnant avec Star Wars Outlaws, je l'ai répété dans mon test 1000 fois, mais je trouve que vous allez me dire si vous êtes d'accord, mais c'est à quel point c'est immersif. C'est un monde ouvert, Star Wars, hyper immersif, où vraiment, avec les bandes noires, avec le grain sur l'image, avec les environnements, les aliens qu'on voit, etc., on a vraiment l'impression d'être dans la trilogie originale. Donc vraiment le 4, 5, 6, ceux sortis entre 77 et 83. Sur ce niveau-là, vraiment, Massive a fait un travail extraordinaire, aussi bien visuellement que le sound design, où vraiment tu as les bruits de Star Wars. Tu peux être dans une cantina, donc ces bars un peu mal famés qu'on voit depuis le premier, et tu as un chasseur taille qui passe au loin, tu entends le bruit, puis tout le monde te regarde mal dans le bar, etc. Donc vraiment, tu as ton expérience Star Wars.
on n'a jamais eu une expérience Star Wars qui allait aussi loin dans le côté vraiment immersion, et ça pour moi c'est le gros point fort du jeu. T'es d'accord, Antista ? Oui, surtout qu'en plus, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait eu un autre studio qui est Respawn, qui eux bosse pour Electronic Arts, qui avait fait 2 jeux Star Wars solo, les Star Wars Jedi Fallen Order puis Survivor, qui étaient pourtant des très bons jeux déjà, qui en termes d'immersion nous avaient déjà beaucoup plu, mais c'est vrai qu'on a quand même passé un cap, je trouve, avec Outlaws. Comme tu l'as dit, tout cet aspect cinématographique, il est très très présent dans Outlaws. C'est certes un jeu où il y a quand même beaucoup de gameplay, on n'est pas sur un film interactif, mais on a beaucoup plus l'impression finalement d'être dans un film que sur les Star Wars de Respawn qui étaient sortis les années précédentes. C'est, je trouve, une de ses plus grandes forces. Tu as parlé de l'immersion. En jouant à ce jeu, je me suis dit plein de fois, c'est pas un jeu vidéo fascinant en termes d'idée de gameplay, il est réussi, il est propre, mais pour vraiment avoir ce sentiment de jouer à une aventure Star Wars, d'en faire partie, quelque chose, c'est le mot, d'immersif, c'est vraiment, je trouve, un gros step-up. Chez Massive, ils ont toujours dit, c'est un jeu où on a réuni les développeurs qui étaient fans de la saga pour qu'ils fassent le jeu en fait, que des fans auraient voulu pour jouer. Sur ce point-là, c'est réussi. Ça se voit et ça se ressentait dans les interviews aussi, parce qu'ils parlaient de tout un tas de détails qui, à ma grande surprise, n'étaient pas très grand public. Ils expliquaient vraiment pourquoi ils avaient choisi cette période spécifique entre le 5e et le 6e épisode de la première trilogie, parce qu'ils estimaient que c'était une période qui était propice justement à l'explosion des syndicats du crime, à tous ces personnages effectivement hors la loi qui trouvent leur place, qui ont de quoi raconter une belle histoire. Et ils insistaient vraiment avec beaucoup de détails là-dessus. Je me suis dit, c'est un jeu pour les puristes, mais en même temps, il y a tellement de fans de Star Wars dans le monde que ça va quand même parler à beaucoup de gens. Est-ce que c'est un fan service ? Alors oui, il y a un côté évidemment fan service, mais toujours intelligent. C'est-à-dire que tu vois des figures des films, genre Jabba le Hutt, Lando. Il n'y a pas de Jedi. Il n'y a pas de Jedi. Il n'y a aucun moment. Il n'y a pas de Jedi. De toute façon, c'est une période dans l'histoire de Star Wars où les Jedi ont pris tarif. Il n'y a que Luke Skywalker en ce moment qui est le seul Jedi qui est en formation pour devenir le Jedi qu'on connaît dans le 6. Mais en fait, tu parlais de sabre laser, et ce que je trouve très intéressant, c'est que même dans le gameplay, même dans le game design, on va dire même, il y a un côté où tu ne joues pas un Jedi. C'est-à-dire que Kay est une jeune femme hors la loi qui est hyper débrouillarde, hyper dégourdie, très bien, mais c'est pas un soldat. Elle n'a pas de pouvoir. Elle n'a pas de pouvoir. C'est-à-dire que si tu veux zigouiller 50 Stormtroopers qu'on voit à l'écran, ça va être compliqué, parce que évidemment elle est un peu fragile. C'est une voleuse, donc elle est plutôt chercher à être discrète, à s'infiltrer. Et en fait, il y a vraiment l'immersion du monde qui est hyper crédible, et en même temps, ça se traduit dans le gameplay par vraiment ce côté, c'est cohérent. Il n'y a pas cette fameuse dissonance ludonarrative dont on parle à chaque fois, où en fait, on joue un personnage qui paraît un peu fragile dans les cinématiques, et en jeu, en fait, c'est un Schwarzenegger qui défouraille tout. Là, non, vraiment, c'est vraiment un personnage qui est comme dans les cinématiques et comme dans le gameplay, et même, tu as ce côté qui est très fluide par rapport à la façon de récupérer des quêtes. C'est que tu vas dans un bar, tu écoutes une conversation, j'ai une quête. Tu n'as pas un marqueur de quête qui va te dire. Il faut écouter les conversations. C'est ça. Il faut écouter les conversations, justement. Les syndicats, moi j'ai trouvé que c'était. Alors, c'est vrai qu'on connaît Jabba. Oui, ça, de base, toute la saga. J'ai trouvé que c'était la gestion des syndicats, c'est-à-dire comment est-ce que vous devez épouver, les mettre dans votre poche ou contre vous, à une vraie influence sur le jeu, sur les zones que vous allez débloquer, les accès que vous avez. J'ai trouvé que ça, c'était malin de jouer, de pas jouer spécialement sur un arbre de compétences ou quoi que ce soit. On joue sur les gens qu'on rencontre, qui nous apprennent des... Oui, les experts. Les experts, voilà, chercher le nom, c'est tout bêtement. Les experts. Les experts qui permettent d'acquérir des compétences. Et après, sur notre relationnel, est-ce qu'on trahit ou pas les syndicats ? J'ai trouvé que c'était une mécanique de jeu intéressante. Après, voilà. C'est limite la meilleure mécanique de jeu, je trouve. En fait, tout ce qui touche justement aux compétences, où on arrête enfin ce cliché de gagner des niveaux d'expérience, gagner des points de compétences, ou alors gagner des points de compétences en remplissant telle ou telle mission. Là, on se retrouve effectivement avec des personnages qu'on a rencontrés en prenant soin d'explorer, en écoutant des conversations, comme tu as dit, des personnages qui ont leur spécificité, pour qui on va plus ou moins remplir effectivement des objectifs, et c'est eux qui vont nous apprendre des compétences. Ce qui déjà change vraiment de ce cliché qu'on a vu et revu pendant tant d'action RPG en monde ouvert. Et le système de syndicat, alors là, pour le coup, on peut trouver des petites failles par moment, se dire, bon, c'est pas parfait, ça peut encore être fignolé par-ci par-là, mais avoir un système de réputation auprès de groupes très, ennemis que tu vas soit améliorer, soit empirer, soit en fonction de tes affinités, parce que parfois, effectivement, tu n'as pas du tout envie de bosser pour les Hutt, par exemple, tu as envie de bosser pour une autre faction, et tu vas choisir de trahir certains de tes commanditaires pour d'autres, ça va améliorer ta réputation, tu vas avoir accès à du meilleur stuff, tu vas avoir accès... Ce qui est génial, c'est le fait de pouvoir explorer
toute une zone qui initialement est une zone ennemie parce que tu t'es attiré leur faveur et ils te laissent rentrer partout. Limite, ils te laissent voler des trucs. Et puis tu peux les trahir après. Ouais. C'est Faut la jouer stratégique en mais fait. oui, tu joues. C'est ce que Nicolas expliquait au début. Tu joues un personnage qui ne joue finalement que pour son propre compte. Tu es une hors la loi et ton objectif, c'est d'arriver à tes propres fins. Tu t'en fous de qui tu trahis à la fin. C'est ta pomme qui compte. Et puis il y a Nyx. Quand même, les garçons, il y a bien Nyx. sûr, oui. Nyx, le fameux, qui est là. Le petit compagnon qui sert beaucoup pour tout ce qui est phases d'infiltration, etc. Parce que évidemment, le jeu, on a dit, on incarne une voleuse, donc il y a énormément de phases d'infiltration. Et c'est peut-être là qu'on va peut-être un peu parler des trucs un peu plus négatifs du jeu. C'est en termes de gameplay, le gameplay n'est pas révolutionnaire. On va dire vraiment qu'il y a ce sentiment de, on y a vraiment déjà joué. Là, récemment, on a fêté les 9 ans de Metal Gear Solid 5. C'est vrai. Là, on est vraiment pas, on n'est pas forcément au même niveau, mais d'un autre côté, c'est pas si grave, c'est juste qu'on n'a pas de surprise, c'est que on se baisse et on passe derrière un ennemi pour l'éliminer discrètement. Pour viser les ennemis, on a le système de verrouillage comme sur Red Dead Redemption, où on peut tirer plusieurs personnes à la fois. La plateforme, c'est du Uncharted dans le texte. Donc, en fait, il n'y a pas de très grande surprise et c'est pas révolutionnaire, mais c'est pas ce que le jeu veut proposer. Le jeu est plutôt veut vraiment, on en parle depuis tout à l'heure, mais cette expérience immersive, il y a vraiment ce côté expérience Star Wars tout autour de la licence. Et c'est vrai que même pour les syndicats, où en fait on n'a pas d'allégeance pour un syndicat, donc il y a vraiment ce côté on joue notre perso qui est vraiment solo, enfin qui joue vraiment solo, donc forcément le gameplay à côté. Pourquoi ça divise? Pourquoi le jeu est divisé? Parce qu'il est fait par les créateurs de The Division. Désolé, c'est l'étiquette Ubisoft. Est-ce qu'Ubisoft, alors je vais te poser la question directement, est-ce qu'Ubisoft part auprès certains journalistes, mais aussi beaucoup des joueurs, avec un a priori négatif qui peut porter atteinte à un jeu qui est un très bon jeu comme est Star Wars? Personne ne se met. C'est compliqué. En fait, ça dépend de quel Ubisoft tu parles. Parce que là, on parle de Massive, qui est un studio donc, qui a fait, j'ai dit les The Division pour la blague, mais ils ont fait aussi Avatar, Frontiers of Pandora, ils ont fait plein d'autres jeux avant. C'est presque, je trouve, un studio à part dans la galaxie Ubisoft, parce que déjà, c'est pas un studio eux se positionnent de toute façon à part. Voilà. C'est un studio Ubisoft qui ne dit pas qu'il est studio Ubisoft. C'est pas Ubisoft Montréal, c'est pas Ubisoft Montreuil, c'est pas Ubisoft Milan. Il n'y a pas marqué Ubisoft Massive, en fait. C'est vraiment Massive Entertainment. Mais j'ai appris que ça devrait. Ça devrait à terme, voilà. Mais ça devrait tout court. Il fonctionne pas, effectivement, de la même façon que ceux qui font les Assassin's Creed, que ceux qui font les Far Cry. Et en vrai, t'as pas toujours l'impression de jouer à un jeu Ubisoft quand t'es dedans. Le seul moment où t'as l'impression de jouer à un jeu Ubisoft, faut l'admettre, c'est quand tu vois certains bugs où tu dis ah oui là effectivement je reconnais cette signature, j'ai déjà vu ça dans certains Assassin's Creed, ça me parle. Mais ils ont une volonté quand même de pas du tout faire un open world comme ce qu'on peut voir depuis 15 ans chez Ubisoft. Il est pas surchargé. Il n'est pas trop long non plus ce jeu, ce qui là pour le coup change d'un Odyssey par exemple, même si j'adore Assassin's Creed Odyssey et Valhalla qui ont des cartes monumentales et des heures et des heures de jeu. Là c'est un jeu, un open world plus resserré, on va dire, c'est un peu paradoxal, mais il va à l'essentiel en fait. Il va à l'essentiel. Il est plus organique, surtout on en parlait depuis tout à l'heure, mais l'immersion tout ça c'est le côté organique de la chose, c'est comment tu évolues dans le monde, tu vas te balader, ah bah tiens je découvre un point d'intérêt, mais le point d'intérêt n'est pas marqué à l'avance. Il n'y a pas les fameuses tours de reconnaissance qu'on a dans Assassin's Creed et Far Cry depuis des années. Merci. Tu vois, oui, enfin. Non, mais ça, c'est vrai, merci. Et puis, un open world, je suis désolée, mais un open world, oui, il y a des endroits qui vont être vides. Il faut se balader. Oui. Je ne comprends pas les gens qui râlent toujours sur les open world en espérant que ce soit quoi? Un milieu urbanisé. Surtout que dans les villes sont très denses et il y a pas mal de trucs à faire, mais dehors, dans Tatooine, dans le désert, évidemment que tu vas rien trouver. Enfin, oui, c'est le principe d'un désert. Il faut se balader. Il y a aussi un point que je voulais faire remarquer, c'est qu'on a vu beaucoup de critiques négatives du jeu sur les réseaux sociaux. Voilà, en revanche, c'est un des plus gros volumes de requêtes sur Google pour les jeux de la rentrée. Ce qui en dit long sur l'intérêt quand même que portent les gens à ce jeu. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous invite à réécouter l'interview que nous avait donnée Julian Garrity, le directeur justement responsable du jeu, lors du Summer Game Fest. C'est à retrouver dans le multijoueur spécial Summer Game Fest. Voilà. Tout bêtement, Star Wars Outlaws, on l'a dit, disponible sur PS5, Xbox Series et PC, qu'on vous recommande chez JVcom et que aussi Antistar vous a recommandé sur Fun Android. Tout à fait. Et bien voilà. Bon, il nous reste un petit peu de temps pour aller très très vite à quoi on joue, parce qu'il y a quand même une grosse exclue PS5 aussi dont il faut qu'on vous parle. Bon, on avait plein de jeux à vous recommander dont on devra parler plus tard, mais on ne pouvait pas passer à côté d'Astrobot quand même. Antistar, t'es d'accord avec moi? Qui sort sur PS5 cette semaine, le petit retour de la mascotte
Maintenant, c'est la mascotte de la PS5, on est C'est la d'accord. mascotte de la PS5. Sony a peut-être enfin réussi à se trouver une mascotte qui soit tout public. Parce qu'en fait, c'est bien gentil d'avoir Aloy, Kratos, Joël. Nathan Drake, Que des même pour les Ellie, plus hein. de 18. Voilà, qui sont franchement des mascottes pour ados et adultes. PlayStation, faut quand même pas oublier que tout le monde y joue. Hein. C'est pas parce qu'on dit il y a la Switch, c'est pour les gamins, PlayStation, c'est pour les adultes. Non, il y a plein de gens aussi qui jouent en famille gens qui à des jeux n'achètent que ça. PlayStation. Une seule console. C'est ça. Et je pense que c'est nécessaire que PlayStation ait une mascotte qui parle à tout le monde, qui soit mignonne et d'avoir un jeu vraiment coloré, fun, tout public. Ils avaient ça sur PS1, sur PS2, même sur PS3 avec Little Big Planet. Ça s'était un peu perdu avec la génération PS4 qui, c'est vrai, en même temps, a tellement misé avec succès sur les jeux d'action-aventure mus par leur narration. On peut pas trop leur en vouloir. C'est comme ça qu'ils ont fait leur marque de fabrique sur PS4. Et on a eu une petite surprise au lancement de la PS5, c'était une démo intégrée dans la console qui s'appelle Astro's Playroom, qui est développée par un studio qui s'appelle Team Asobi et qui d'ailleurs a un français à sa tête. C'est un studio japonais mais qui est dirigé par un français. Et c'était une petite surprise qui avait plu à beaucoup de gens parce que non seulement ça exploitait ultra bien la manette DualSense, c'est d'ailleurs le seul jeu qui l'exploitait aussi bien depuis le lancement de la console. Hein. Je te confirme. C'est clair, on est d'accord là-dessus, c'est la meilleure démo de la manette. Autant ils ont tous compris, les studios, que oui, utiliser L2R2 en forçant un peu quand on bande l'arc ou qu'on utilise un gun, c'est bien, mais alors le reste, les retours haptiques, ils ont tous oublié. Et puis c'était un jeu, bon, déjà techniquement quasi irréprochable, hein, très fluide, très beau, vraiment pensé pour une belle télé 4K HDR qui claque. Et c'était un petit musée PlayStation. Faut dire ce qui est, ça rendait hommage à un quart de siècle de licence PlayStation, de matériel PlayStation aussi. Mais la question, c'est est-ce que cette petite mascotte, donc, et ce petit robot Astro, il pouvait avoir son propre jeu qui soit plus qu'une démo? Et que la version VR qui était sortie initialement. Qui est sortie sur PS4 aussi. Et c'est un vrai gros pari en fait, parce que autant en tant que démo qui dure 4-5 heures, qui rend hommage à tout un tas de jeux PlayStation, ça marche bien, mais tu peux te dire aussi, le problème c'est que ce concept-là, il va vite tourner en rond, et effectivement, il faut peut-être s'arrêter une démo, parce qu'au bout d'un moment, les easter eggs en voiture, voilà, ça va vite être saoulant, ça va vite être forcé, et puis le gameplay du jeu, mine de rien, il est assez basique, c'est un platformer, tu sautes, tu as un jetpack, tu donnes des coups de poing, ton personnage, il a 0 vie. Quand tu compares à un Super Mario Odyssey, par exemple, tu te dis, bon, ça peut être très vite limité. Mais non, c'est formidable, justement, ce petit Astrobot. C'est ça qui est une vraie surprise, c'est que pour avoir terminé le jeu à 100%, et honnêtement, je l'ai dévoré en 3 jours, hein, j'ai eu un vendredi, le dimanche soir, je l'avais platiné, Il y a quoi, une dizaine d'heures de jeu quand même dessus? Ouais, un peu plus si tu le platines. Si tu veux finir le jeu vraiment en ligne droite, sachant qu'il est jamais difficile, c'est un jeu extrêmement facile, franchement, ça prendra peut-être 8-10 heures. Si tu veux faire les 100%, on va dire 15 heures en fonction de tes aptitudes sur les jeux de plateforme. Mais surtout, il y a quelque chose qui m'a surpris dans ce jeu, c'est sa capacité à se renouveler, sa capacité à émerveiller les joueurs. Et je suis obligé de faire la comparaison avec Nintendo, c'est que tous les jeux Super Mario, et notamment les derniers en date, Mario Wonder, Mario Odyssey, il y a ce côté, dès que tu fais un nouveau niveau, tu es dans un nouvel univers, tu vois des trucs que tu n'as pas vu avant et tu arrives à avoir la banane pendant tout le niveau parce que, waouh, je m'attendais pas à ça. Et Astro, quand tu as fait la démo sur PS5, au début, tu te dis, bon, je commence à avoir cerné l'univers, je sais pas trop comment ils vont me surprendre. Ben en fait, c'est ce qu'ils font durant tout le long d'Astrobot. Il n'y a pratiquement pas 2 niveaux dans des biomes qui se ressemblent. C'est des surprises. Je ne vais pas dire des retournements de situation parce qu'en termes de scénario, bon, le jeu c'est très basique, hein, mais c'est un jeu qui est très intelligent. C'est un jeu malin, je suis d'accord avec toi. Il ne prend jamais le joueur par la main. Alors qu'il y a 1 milliard de petits easter eggs à gauche à droite, des clins d'œil à tout un tas de jeux. Il n'est pas là pour te dire hey, regarde ce personnage, tu le connais. Non, tout est amené de façon subtile. Et il n'y a pas de temps faible dans ce jeu. C'est ça qui est impressionnant. Alors moi je l'ai quasiment fini aussi, j'arrive au bout. Je trouve que c'est le jeu que je recommande pour tous les parents qui veulent débuter avec un enfant qui aurait comme 7-8 ans, parce qu'il y a absolument toutes les mécaniques de jeu possibles qui sont passées en revue dans Astrobot. Pour les petits, c'est génial dans la prise en main. Il y a tout, vraiment toutes les formes. Il faut aussi réfléchir tactiquement comment on veut avancer sur un jeu. C'est un jeu d'initiation absolument parfait. Et pour les grands, c'est quand même le jeu des 30 ans de la PlayStation. Il y a des clins d'œil à gogo. Le but du jeu, pour rappel, le vaisseau d'Astro s'est crashé. Tous ses petits compagnons ont été répartis aux 4 coins de la galaxie et il doit aller les chercher. Ils sont 300, dont certains clins d'œil évidemment à tous les héros de la PlayStation. On croise Kratos, Crash Bandicoot. Donc voilà. Astrobot, c'est notre reco
absolu, on est d'accord, de la semaine quand même. Franchement, oui. Franchement, je vais même aller plus loin. Moi, depuis le début de l'année, je pense que c'est le jeu auquel j'ai le plus aimé jouer parmi ceux sortis en 2024. Ah, mais j'avoue que c'est assez plaisant. Bon, Mais Nicolas, je sais que tu l'as pas fait, tu vas être obligé. Oui, mais bien sûr, mais tu te rends compte qu'on vient de parler à Concorde en début, c'était la catastrophe. Et là, après, ils sont capables de faire ça de leur studio japonais qui sont quasiment entièrement fermés. Il reste que la team Asobi qui est encore là à faire des jeux. Donc en fait, ça prouve que Sony, le jeu service, les jeux solo. Finalement, les petits jeux familiaux, c'est très bien. Ils doivent continuer de faire des jeux solo et être créatifs. Et on parlait de Nicolas Doucet, le patron du team Asobi. Eh bien, vous avez pareil une interview à retrouver et dans Multijoueur. Il faut remonter à l'été. Et sur le site Tech & Co, justement, où il parle du poids d'Astro et de ce qui nous attend aussi pour le futur. Messieurs, nous sommes arrivés au bout de cette émission. C'est très triste. On a dit du mal de certains jeux, du bien d'autres. On a tout fait quand même. Oui. C'est pas mal. Nicolas, merci d'être venu. On te retrouve sur JVcom. Yes. Avec plein d'autres tests à venir. Oui, le test de Star Wars à lire. Aussi chez toi, tu as mis une très bonne note. Ouais. Guillaume, on te retrouve partout, un peu partout, et sur ta chaîne aussi. Sur Phone Android déjà, où aussi j'ai mis une très bonne note à Star Wars, effectivement. Sur mes chaînes Twitch et YouTube, où d'ailleurs il y a un vidéotest d'Astrobot qui sort normalement au moment où cette émission est diffusée. Et évidemment, au moment où cette émission démarrera, vous pourrez aller lire, écouter tout ce que vous voulez sur Astrobot. Et puis nous, évidemment, on se retrouve en multidiffusion sur Tech & Co, sur la chaîne YouTube de Tech & Go pour le replay, sur le site Tech & Co, partout, et en podcast évidemment, dans toutes les bonnes crèmeries. Et on se dit à très très vite pour parler de jeux vidéo, parce que là, le mois de septembre, il est quand même un petit peu chargé. Jouez bien, vous avez le choix.